Donc, je vais juste faire un petit survol. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui nous connaissent déjà, mais bon, Caravani, notre logo, c'est Voyager, Agir. On tient vraiment à cœur notre implication qu'on a pour diminuer notre impact environnemental, d'efforcer aussi d'un bon impact social quand on voyage. Donc, c'est pour ça qu'on a changé déjà il y a 4 ans, 5 ans. C'était si ma mémoire est bonne, pour voyager et agir, parce qu'on sait qu'en voyageant, nous déjà, notre voyage, on a un impact pas trop fort, mais en prenant l'avion, on fait un effort quand même considérable. Donc déjà, c'est pour ça qu'on ne fait pas des voyages des mois, je pense que les plus courts qu'on a, c'est 13 jours. Sinon, ça va jusqu'à 20, 25 jours. Donc, on s'engageait aussi à faire des voyages plus longs avec l'idée de voyager moins souvent, mais plus longtemps. Donc, je vous présente Caravani, c'est une entreprise, ça fait 25 ans, un peu plus, qui est déjà dans le domaine, qui ont fait des voyages, pas juste des kayaks, des randonnées, on a des voyages aussi d'autres montagnes. Moi, je me spécialise beaucoup dans les voyages de kayak, puis bien évidemment, avec mon accent, vous avez compris que je viens d'un pays latino, donc je viens du Mexique. Puis, aussi, ma spécialité, c'est tous les voyages en Amérique du Sud, Amérique centrale. Mais les kayaks, c'est aussi ma passion. Donc, j'ai le plaisir aussi de pouvoir m'engager beaucoup puis travailler beaucoup avec les voyages des kayaks de mer. Donc, la petite histoire, comme je vous parlais, il y a en 1998, ça a été fondé Caravanier par Richard Remy, qu'on peut voir ici dans notre écran avec la touque noire. Là, c'était une belle photo, je l'aime beaucoup parce que c'est une photo qui est prise au Maroc, qu'on a fait justement pour fêter les 20 ans Caravani. Simone était là, puis plusieurs des guides étaient là, mais aussi c'était la première fois que toute notre équipe, donc Babou en rouge, Ivan en vert, et Vico en bleu, c'était la première fois, ça fait 20 ans qu'on travaille avec eux, mais c'était la première fois qu'ils s'attendaient parler un de l'autre, mais qui ne se connaissaient pas encore. Donc, ça nous a permis, cette fête au Maroc, la Grande Marée qu'on appelait, dès qu'on pouvait inviter les équipes locales. Puis bon, pour moi, c'est important, ces photos, c'est très important pour moi parce que ça représente le pourquoi je travaille pour Caravanier. C'est cette passion, cette partie humaine. C'est pas juste la passion des voyages, la passion de découvrir, mais la passion de partager, d'essayer que cette monde soit plus humaine aussi. Puis avec les équipes locales, on a cette amitié puis cette approche que pour moi, c'est un peu, ça résume rapidement c'est quoi Caravanier. Nous, comme je parlais tantôt aussi, on est très engagé avec notre empreinte avec l'environnement. Donc, on fait partie d'1% pour la planète. Ça veut dire que 1% de notre chiffre d'affaires va être donné à cet organisme. Puis aussi, tout notre voyage, on fait une compensation de carbone pour les vols. Donc, par exemple, si vous partez au Groenland ou si vous partez au Pérou ou si vous partez en Équateur, on utilise un calculateur qui nous donne les montants qu'on doit compenser, puis on l'inclut dans notre voyage. Donc, Et je ne je vais pas pense trop... même, et je Oui, pense même, vas-y. Mariana, qu'on n'est même plus carboneutre, mais on est rendu carbonégatif, je crois. Pas encore. On a Pas encore encore, beaucoup mais de ça s'en travail. vient, c'est bientôt. C'est On a bientôt. beaucoup de travail à faire, mais c'est sûr que c'est dans notre plan. Si jamais vous êtes intéressé à en apprendre davantage, je vous invite à visiter notre site Internet. Il y a une partie éthique, nous connaître un peu plus, ou bien nous appeler si vous êtes intéressé à apprendre davantage. Je veux vraiment, la conférence va être longue, là, donc je ne vais pas trop entrer dans tous les détails, mais je voulais juste souligner ça parce que c'est sûr que chaque fois qu'on crée un voyage, chaque fois qu'on fait la programmation de l'année, on se remet en question, est-ce qu'on continue à aller dans cet endroit? Est-ce que ça est devenu trop touristique? Est-ce qu'il y a une façon de diminuer les transferts, par exemple en bateau ou en voiture pour se rendre à cet endroit-là? Comment on peut faire mieux? Donc, c'est ça vraiment, c'est dans notre ADN. Donc, c'est important que vous le sachiez parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à travailler puis à nous questionner sur ça. Donc, je vais présenter déjà, mais c'est moi à partir de cette année qui a pris un peu le rôle
chapeauter tout notre voyage des kayaks, d'être responsable de notre voyage des kayaks. C'est vraiment ma passion. La mer, c'est comme mon élément, ça c'est sûr. C'est là où je me sens bien. Quand tu te sens bien, là, pour moi, je sens toutes mes cellules qui sont heureuses quand je suis proche de la mer, froide ou chaude, peu importe, mais ça doit être la mer. Donc à partir de cette année, en plus de l'Amérique du Sud, j'ai vraiment pris un peu plus de responsabilités. Donc voilà, et je voulais juste parler rapidement de moi. J'aime pas trop parler de moi, donc je voulais juste me présenter. Donc souvent, si vous allez parler d'un voyage de kayak, vous allez contacter Mariana. Pour les voyages de kayak, donc dans le fond, on a des courts voyages, des longs voyages, puis des longs voyages un peu dans la région polaire. Donc, je voulais comme vous présenter notre panorama voyage. Donc, on a la Basse-Californie. Je vais vous parler plus en détail dans le long de la conférence, mais la Basse-Californie, c'est l'endroit où j'ai grandi. C'est comme un petit chez moi mexicaine. Donc, j'ai un attachement profond à cet endroit, puis c'est vraiment le paradis pour faire du kayak de mer. Donc, on a deux versions, une courte et une longue. On a aussi un voyage au Panama. Donc, je vais vous présenter aussi notre voyage au Panama. Il y a plusieurs d'entre vous, que peut-être vous avez déjà fait Basse-Californie et Panama. Des longs voyages, aujourd'hui, on avait Lac Powell, mais on a juste laissé pour cette année la Basse-Californie. Puis longue et polaire, on a le Groenland. Donc, on voulait justement combler cette vide qu'on a laissée quand on a décidé de plus aller au lac Powell. Et en Crète aussi, c'est un voyage qu'on avait dans les années passées, puis que avec par plusieurs raisons que je n'aurai pas le temps de tout nommer ici, là, mais on a décidé d'enlever dans notre offre. Donc, il fallait comme combler ces vides que j'ai créés en enlevant les autres voyages. Donc, il y a trois nouveautés pour les cours très courts, on va dire même. Il y a les formations de kayak camping à Ontario, dont Simon va vous en parler. Donc, ça, c'est 3 jours. C'est vraiment des très courts et ça fait comme une bonne intro dans notre voyage aussi. Après, j'ai vraiment j'avais le plaisir parce que c'est un voyage qui me tient à cœur, la Papouasie-Guinée, Rajamampat. Là, ça va combler vraiment un long voyage dans l'eau chaude, très intéressant. Pour ceux qui ont déjà fait la Basse-Californie, Panama, c'est vraiment comme c'était là que les troisième choix, c'est sûr que c'était là, puis je vais vous expliquer pourquoi. Puis les langues polaires, ben, là, on a créé un voyage pour cette année en Norvège, dans les Spitzberg. Donc, les trois voyages quand même, des plus courts à plus longs, des polaires à l'eau chaude, des icebergs à la jungle. Donc, c'était une façon de combler un peu géographiquement, côté ambiance, et surtout beaucoup à l'écoute de notre voyageurs qui ont déjà fait Groenland ou qui ont déjà fait les voyages Basse-Californie, Panama, puis qui attendaient à voir what's next, qu'est-ce qui suit. Donc, aussi, on a des voyages de kayak et de trek. Aujourd'hui, on a le fjord de l'Est au Groenland qui combine bien les deux, les kayaks et les treks. Puis, notre nouveau voyage en Spitzberg aussi, c'est une combinaison de kayak et de trek. Je vais vous parler un peu plus tard de ces deux voyages, mais juste pour que vous sachiez qu'on a les premiers que je vous ai présentés, c'est vraiment dédié au kayak. Puis là, c'est vraiment deux voyages qui font un peu les deux. Côté niveau des difficultés, c'est des questions que j'ai souvent. Donc, quand on crée un voyage ou quand on va parler des niveaux de difficulté, on doit comme voir certains critères. Donc, on va regarder est-ce que c'est eau chaude, eau froide, est-ce que ça veut dire qu'on a besoin d'une combinaison, est-ce que c'est dangereux même dessalé. Donc, avec ce questionnement, on va pouvoir nommer la difficulté du voyage. Est-ce que la destination ou les voyages, on peut les faire en kayak double, en kayak simple? Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir les deux? Est-ce que le voyage en expédition en autonomie, c'est-à-dire est-ce que les kayaks vont être chargés? Est-ce que ça va impliquer aussi une partie de l'énergie qu'on va dépenser dans le voyage à charger, compacter, dépacker les kayaks? Ça fait aussi une partie des critères. Les conditions de la mer aussi, c'est important. C'est plus, on est
on n'a pas vraiment des voyages dans les lacs, c'est vraiment des conditions des mers. Donc, quelles sont les conditions de la mer qu'on va trouver dans ces destinations ou à ces moments de l'année qu'on a choisi d'aller? Est-ce qu'on a des bateaux de soutien? Des fois, on peut avoir des bateaux qui nous suivent, soit par la sécurité, soit pour nous alléger les kayaks. Donc, ça fait un autre critère pour les niveaux de difficulté. Est-ce que dans la journée, il y a plusieurs possibilités d'accoster ou pas? Ça, c'est aussi un autre critère qu'on regarde quand on fait notre voyage. Euh, Puis, est-ce que c'est un endroit isolé ou pas? À quel point c'est isolé? Donc, selon ces critères, on va coter les voyages sur facile, modéré, soutenu. Puis, j'aime même pas, on n'a vraiment même pas facile dans notre mot de langage chez Caravanier. C'est comme accessible, modéré, soutenu, exigeant. Donc, euh, donc c'est ça qu'on regarde dans les critères. C'est sûr que chez Caravani, et c'est très important, puis j'aime bien parler de ça, mais on cherche, quand on fait un voyage de kayak, on cherche une destination qui est déjà wow, qui est quand même intéressant à découvrir, mais qu'en plus, ça s'apprête bien de les découvrir en kayak, parce que sinon, tu dois les faire en bateau, par exemple. Donc, en kayak, tu diminues justement ton empreinte écologique, puis tu vas aller faire d'une façon plus lentement, comme on le fait dans les voyages d'électrique. Donc, déjà, notre voyage ne sont pas conçus nécessairement pour avoir des niveaux. On ne va jamais ou très rarement demander pour un voyage avoir un niveau spécifique des kayaks, mais on essaie justement d'avoir des voyages qui peuvent plaire à tout le monde. Des kayakistes un peu plus expérimentés comme des kayakistes qui débutent ou qui commencent à prendre goût de cette activité. Donc, juste si je regarde un peu sur un peu les niveaux qu'on parlait tantôt, donc je dirais que la formation, bien évidemment, c'est comme un premier pas. Donc, si j'ai jamais fait de kayak, je commence ou j'ai fait un peu de kayak dans les lacs, mais j'aimerais les Groenland, ça me tente, les Rajamanpat, ça me tente, les Panama, ça me tente, mais là, je vois que je suis pas encore au niveau. Donc, déjà faire une formation de 3 jours, ça nous permet de savoir est-ce que j'aime ça finalement. Les voyages de Basse-Californie et la version courte aussi, c'est un très beau voyage pour s'initier, pour savoir est-ce que j'aime ça. C'est 6 jours. Tous les critères sont faits pour que justement on fait une bonne première immersion dans nos voyages de kayak. Ensuite, ben, je l'ai mis comme ça, mais c'est bien sûr que tu peux faire un voyage court, mais après faire un voyage long en Basse-Californie. Ça peut faire des différentes versions, mais une fois qu'on fait les voyages en Basse-Californie, la version courte, on peut vraiment faire les voyages après au Panama. Celui de Basse-Californie, un peu plus long, ça nous permet justement de peut-être mieux apprécier les Rajamanpat. Puis le Groenland, ça nous permet de vraiment mieux apprécier les Spitzberg. Donc, c'est un peu comme je les vois, mais c'est sûr que, comme je disais, on peut sortir quelques étapes, puis c'est pas nécessairement linéaire comme je les présente, mais je voulais juste m'aider aussi à mieux concevoir mes voyages. OK, ben c'est quel voyage correspond, comme j'ai fait celui-là, quels seraient les prochains que je peux faire si j'ai bien aimé cette expérience, puis je pense que je veux me rendre à un niveau supérieur ou un niveau de difficulté supérieur. Donc, dans le côté de calendrier, c'est sûr aussi qu'on essaie de prendre un calendrier qui me permet d'avoir des kayaks à toute l'année longue. Donc, selon les pays aussi, par exemple, Panama, c'est super bien pour février, la Basse-Californie, c'est prête super bien pour mars. Les formations des kayaks à cause des guides et des disponibilités, mais aussi à cause des conditions, la météo ou autre, mai, juin, c'est les bons moments pour les faire. Et Spitzberg, ça va être plus juin, juillet. Juillet, août, c'est plutôt Groenland. En octobre, on va pouvoir aller à Rajamanpat. Rajamanpat, d'ailleurs, je l'ai mis juste pour 2024 parce que notre premier départ, ça va être en 2024. Mais après, on va aller aussi en avril. Rajamanpat, c'est parfait. Octobre et avril. Basse-Californie, la version longue, par exemple, novembre, c'est un excellent moment pour y aller. Puis, justement, pour ceux qui attendent la suite là, pour 2025, je travaille sur
plusieurs possibilités. Donc, j'aimerais avoir votre avis. Donc, n'hésitez pas à m'écrire s'il y a une de ces voyages qui vous attire. Là, votre opinion, votre suggestion et votre commentaire sont vraiment appréciés. Donc, je travaille sur un voyage en Patagonie, qui est un voyage multi-activités avec kayak, randonnée et balade à cheval. Dominica, qui c'est une île, c'est pas la République dominicaine, c'est une île qui est entre Guadeloupe et Martinique. Un peu moins connue, là, ça serait vraiment un voyage rando-kayak. Puis les Philippines, que ça serait aussi un voyage pour ceux qui ont fait Panama et qui tantôt je vais vous présenter Rajamampat. Ça pourrait être aussi une destination semblable. Et si vous avez d'autres idées, on est prenant. Donc, sans pas trop tarder, je passe la porte, je laisse parler Simon de notre voyage des kayaks. Mais avant, je veux juste savoir si vous avez des questions. Simon, je ne sais pas si toi, tu es capable de voir les questions. Moi, je ne Oui, les oui, vois pas. je les vois et tout. Donc, à date, là, c'était plus des énoncés que des questions. Oui, Michael, on a vu là pour que vous êtes intéressé par le kayak camping. Ça tombe bien, moi aussi. Euh, et puis, donc, la formation de niveau 1 de kayak camping, il faut savoir que chez Caravanier, on est deux instructeurs de kayak de mer de la Fédération québécoise de canot-kayak Québec. Où est-ce qu'on peut donner le niveau 1 et le niveau 2. On a décidé que donner le niveau 1 se prêtait bien à avoir plus d'aisance et plus de plaisir pour aller faire des voyages, des expéditions de kayak de mer. Dans la majorité de nos voyages, sinon la quasi-totalité, il y a moyen de venir, même faire une expédition de kayak, un voyage de kayak de mer, même si tu n'as pas d'expérience. Et c'est correct, on va te montrer comment le faire, sauf que des fois, on part en voyage, on part en expédition pour le plaisir. On n'est plus à l'époque où on veut découvrir les différents continents de la planète. Donc, je pense qu'on part là pour avoir le sourire aux lèvres et d'avoir une formation préalable en kayak de mer, comme une formation aussi en même temps sur le kayak camping et les différents aspects reliés à ça. Bien, ça nous permet d'avoir plus de plaisir, savoir à quoi s'attendre et être beaucoup plus outillé quand on arrive sur place pour pouvoir profiter plus du voyage et non pas de toujours, du moins le début du voyage, d'être en effort parce qu'on est en apprentissage de c'est quoi une expédition de kayak camping. Puis aussi en même temps, bien, ça permet de bien apprendre à faire le kayak et, euh, et, euh, et d'avoir les bonnes techniques pour ne pas se blesser, puis pour forcer moins en kayak. Exactement. Je vais juste te dire un peu parce que c'est sûr, j'ai fait la présentation, donc Simon, le pauvre, là, il ne sait pas ce qui suit d'après. Donc, je vais juste vous dire que la formation, on a toujours été chez Caravani, on ne voulait pas imposer des formations. On a trouvé justement avec les années que c'était quand même quelque chose que les gens nous demandaient, les voyageurs ou ceux qui étaient intéressés. Puis justement, ça correspondait bien à être mieux préparé pour un voyage. Cependant, c'est pas obligatoire pour vous inscrire à notre voyage et c'est pas uniquement pour notre voyageur caravanier. Si vous ne savez pas envisager un voyage tout de suite, mais que ça vous intéresse, vous pouvez quand même participer. Donc, Simon, je vais juste partager un peu pour vous situer, c'est où la formation. Donc, Mhm. euh, Donc, ben, en fait, la formation se donne dans la région d'Émile-Île, dans les îles de l'Amiral ou de Admiralty Islands, vu que c'est en Ontario, on va le dire en anglais. Et c'est vraiment à la décharge du lac Ontario. Donc, toute l'eau là, qui part du lac supérieur puis qui se ramasse alentour de Montréal et qui passe à travers le détroit à Québec, eh bien, passe là, dans ces îles-là. Et c'est un archipel d'îles qui fait partie qui fait partie des 1000 îles, des Thousand Islands, qui sont parsemés de maisons, de chalets. Il y en a qui ont des châteaux à bord. Sur l'île. J'ai même passé à un moment donné à côté d'une île où il y avait un jeu d'échecs grandeur nature où est-ce qu'il y avait des employés qui déplaçaient les pions d'échecs pour aller manger la reine et le roi pour gagner, faire un échec et mat. Donc, à travers cet archipel d'îles-là, c'est un parc national. Il y a des îles qui appartiennent à un parc national et nous, c'est là qu'on va établir notre camp de base. Donc, on va partir pas loin, un petit peu avant Kingston, où est-ce qu'on va mettre à l'eau. Euh, la formation est faite en trois parties, si vous voulez, donc sur 3 jours.
la partie 1, c'est une approche expérientielle où est-ce que, comme n'importe quelle sortie de kayak de mer, on va vous donner une petite formation de base. On va vous aussi en même temps vous montrer comment charger les kayaks et on va partir sur l'eau en vous coachant un peu et tout. Mais le but, c'est de prendre aisance et prendre le feeling, prendre le ressenti du kayak jusqu'à temps qu'on arrive à notre campement qui est à Aubrey Island dans les Mille. Le lendemain, on s'attaque à la formation niveau 1 en kayak de mer. Donc, à la fin de la formation, si vous réussissez la formation, vous allez avoir un brevet. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire d'avoir le brevet ou de faire la formation pour venir sur nos voyages. C'est juste un plus pour vous donner plus de plaisir et plus d'aisance. Puis, vous n'êtes pas obligé de venir faire des voyages chez nous pour venir faire la formation. C'est une formation qui vous intéresse sans problème. Donc, la deuxième journée, on fait la formation de kayak de mer de la Fédération de Cano-Kayak Québec. Et puis, la troisième journée, ça va être une journée de déplacement entre les îles. Et puis, on va se rendre à un point de sortie et à travers tout ça, ben, on va faire les instructeurs ou les guides, on va faire du coaching, on va faire de l'application des techniques qu'on a apprises, puis du peaufinement pour vous donner plus de temps de pratique pour bien assimiler les mouvements, bien assimiler les techniques, puis et tout comprendre. Maintenant, vous dites, bon, je suis jamais parti en expédition de kayak de mer, pas de problème. On va vous montrer comment aussi en même temps se passe, comment se déroule une expédition. On va vous montrer, vous allez pouvoir partager dans la création des repas parce que c'est moi et Alexandre qui est l'autre guide instructeur de Caravani et où Alexandre, c'est-à-dire qui va être là. Et puis, on va vous montrer aussi en même temps, faire des petites formations sur la cuisine, quoi apporter comme nourriture en kayak de mer, qu'est-ce qu'on peut se permettre, les tentes, la gestion des kayaks le soir, même de la réparation de kayaks, si on est capable de pousser jusque-là, les feux. On va vraiment passer à travers une panoplie de sujets et puis on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Puis, étant donné que c'est une formation qui est sur 3 jours, il y a 2 journées qui n'appartiennent pas à la Fédération québécoise en termes de cursus d'apprentissage. Donc, on peut vraiment aller là, à gauche et à droite, puis naviguer dans une panoplie de techniques, de connaissances, de compétences, puis de partage aussi en même temps. Tout ça alentour, bien sûr, d'un bon petit verre de vin alentour du feu de camp le soir. C'est tout. Merci, c'est parfait. C'est justement, donc c'est vraiment, juste pour répéter, c'est finalement une super opportunité. Puis je remercie beaucoup, beaucoup les deux guides, Simon et Alex, parce que je sais que leur agenda est assez rempli cet été. Puis vu justement, pour faire un peu appel à la demande, ils ont dit, bah, OK, on va se libérer quelques fins de semaine, on va laisser notre blonde, on va laisser les chats, puis on va aller montrer puis partager notre passion à les voyageurs. Donc c'est vraiment apprécié. Puis on a juste 3 dates. C'est pour ça qu'on a juste 3 dates parce que eux autres, ils ont beaucoup de contrats. Vont être au Groenland, en Crète, en Espagne. Donc, eux autres, ils bougent beaucoup. Donc, c'est vraiment apprécié qu'ils ont libéré quelques fins de semaine pour pouvoir partager avec nous. Je vais être aussi partie quand ça va être possible parce que c'est toujours bien agréable de pouvoir les entendre parler, puis c'est de 2 personnes très, très nobles qui partagent vraiment avec beaucoup passion leur connaissance qui est non négligeable. Donc, ne tardez pas, il n'y a pas beaucoup de place, 3 dates, 7 places par départ. Merci Simon. Donc là, je vais passer par la Basse-Californie. Oh, il y a des questions. Hey, attends, il y a des questions. OK, go. Euh, comme quoi faire, quoi faire quand un cours s'invite au campement? Donc, tu vas les montrer Quand comment. un ours, oui, oui, Lucie, t'en as entendu parler. Oui, je pourrais raconter mon anecdote. Au campement, au Mille-Îles. Pour les kayaks, pour la formation, Caravanier n'a plus de flotte de kayak. Donc, aux Mille-Îles même, donc à Gananoque, qui est une île, là, et qui est une ville où est-ce qu'on va passer au travers, il va y avoir moyen, il y a un centre de kayak de mer là, où est-ce que l'on peut louer des kayaks sur place. Si vous avez votre kayak,
bien sûr, apportez-le. Là, juste à nous parler avant, c'est quoi votre kayak? Parce qu'il y a certaines spécificités pour que ça soit appelé un kayak de mer. On pourra en discuter là, quand vous nous appelez. Et puis, sinon, ben, au Québec, là, il y a d'autres places où louer des kayaks. Mais juste à nous laisser un petit courriel ou nous appeler, puis on va être capable de vous diriger là, vers les ressources. Hmm. Juste aussi, vous dire que j'ai déjà des inscriptions, puis on a appelé la boutique pour la location, puis on est un peu trop tôt, là, ils autres sont encore fermés, ils nous ont dit appelez-nous en mars. Donc pas d'inquiétude, il y a une grande flotte de kayaks, on va trouver des kayaks, mais je sais, ils sont au courant qu'on va être à la recherche des kayaks pour notre petite formation. Donc, je vais passer rapidement pour la Basse-Californie. Donc, là, c'est vraiment au Mexique. Souvent, je me fais dire, mais la Basse-Californie, c'est pas les États-Unis, Mariana? Et non, c'est bien le Mexique. On est dans la péninsule. En fait, la Californie des États-Unis, avant, ça faisait partie du Mexique. Puis, on appelait la Haute-Californie et la Basse-Californie. L'histoire courte, avec une guerre, on a perdu beaucoup de territoires. Et nous, on a toujours laissé, bon, entre autres, on a perdu le territoire de la Haute-Californie, on a toujours laissé les mots de la Basse-Californie. Donc, pour nous, c'est la Basse-Californie, mais c'est bien au Mexique. Notre voyage, je vais vous montrer tantôt dans les cartes, on est vraiment au sud de la Basse-Californie, donc la pointe ici. Euh, Puis, bah, la Basse-Californie est connue par ses beaux paysages très, très désertiques. On est dans les déserts d'Arizona avec certaines Mariana, particularités. arrête de Oui. nous faire rêver avec tes photos. Ouais. Attache-toi tout parce qu'il y a des belles photos. C'est vraiment un paradis pour les kayaks de mer. On est dans la mer intérieure, donc justement, conditions de mer, c'est beaucoup plus tranquille qu'au Pacifique. Donc, on est quand même dans la mer, on a la marée, on peut avoir des courants, on peut avoir des vents qui créent des vagues, mais en général, la mer de Cortés est assez tranquille. Donc, ça nous permet de faire des bonnes distances, de parcourir vraiment et d'apprécier un beau voyage. C'est aussi très connu à cause de la faune marine. Je vais vous parler tantôt. Donc là, on parle vraiment d'une expédition des kayaks en complète autonomie. Quand on parle d'expédition, ça veut dire que, surtout en complète autonomie, ça veut dire que tout doit rentrer à l'intérieur des kayaks. Donc là, on voit bien qu'est-ce qu'on pratique les matins, chaque jour, et quand on à cause, c'est comme on pacte et on dépacte les kayaks. Là, on voit justement les petits sacs noirs, ça veut dire que c'est des sacs d'eau. Ici, une des particularités puis des difficultés, c'est qu'on n'a pas accès à l'eau, donc on n'a pas de ravitaillement au cours d'expédition. Donc, on est obligé d'apporter toute l'eau à l'intérieur de notre kayak pour l'expédition. Heureusement, c'est des endroits qu'il fait assez chaud. Donc, on n'a pas besoin d'apporter la grosse doudoune puis les gros sacs à dos. Donc, en volume, on gagne un peu là-dessus. Mais c'est vraiment un voyage qui nous permet d'être en complète liberté. C'est nous qui on décide c'est où on va camper. Les littorales qu'on a choisis pour faire nos expéditions, c'est des endroits que la voiture ne rentre pas. Donc, on est vraiment souvent juste nous dans une grande plage vierge avec des super bons endroits pour faire des snorkeling. Donc, c'est vraiment un voyage assez incroyable. Et on a deux voyages. Donc, on a un voyage qui est de 10 jours. Donc, c'est une expédition quand même un peu plus engagée. Là, on part un peu plus d'un niveau modéré slash soutenu à cause du nombre de jours en kayak, à cause que c'est une expédition en complète autonomie, que les kayaks sont chargés. Avantage, on a pour la plupart de notre flotte, c'est des kayaks doubles et ce sont en fibre de verre. Donc, les kayaks, lui, en tel, il est moins lourd. Donc, ça nous permet de les charger un peu plus. Euh, donc là, juste pour vous situer, on va atterrir à La Paz, puis ensuite, on va arriver à Loreto puis Mulegé pour pouvoir descendre la côte, toute la côte ici entre Mulegé et Loreto. Vous voyez, il n'y a pas de route où on va y aller. Donc, c'est génial. C'est des endroits les plus isolés, les plus sauvages, qui sont quand même avec des conditions pas trop difficiles pour naviguer, mais c'est sûr que là, on parle vraiment de 10 jours complets d'expédition avec certaines pointes un peu plus exposées. Les vents prédominants dans la Basse-Californie, souvent à cette période de l'année, c'est les nord. Donc, on va en novembre, que c'est normalement la température de la mer, la température de l'air est super agréable. On peut dormir facilement à la belle étoile. C'est quand même une région un peu plus fraîche, je dirais.
La température de la nuit, c'est désertique, donc c'est sûr qu'il va descendre, mais on peut faire du snorkel sans avoir de wetsuit. On n'a pas besoin surtout de mettre du wetsuit pendant qu'on pagaie, c'est assez chaud. Donc, c'est vraiment une belle expédition, des très bels endroits pour faire du snorkeling. Donc, donc c'est vraiment une bonne façon de se tester justement si jamais vous voulez aller faire des expéditions en plus dans l'eau froide avec d'autres conditions et vous voulez tester votre endurance. Donc, 10 jours dans la kayak en mer de Cortez, ça pourrait être un bon début avant d'y aller. Cependant, encore une fois, on ne vous demande pas de faire ce voyage pour vous inscrire au Groenland. On est super flexible là-dessus. L'autre voyage, c'est plus en mars, donc on voulait faire un voyage en plein hiver. Mars, les conditions de la mer peuvent être un peu plus rebelles, je dirais, à cette période de l'année en Basse-Californie. Donc, on a choisi un autre endroit, une autre région qui nous était un peu plus protégée. Puis là, on part vraiment d'une expédition plus courte, 6 jours, un peu plus relax, on fait moins de distance. On est toujours en expédition en complète autonomie, donc encore, il faut charger et décharger les kayaks. Mais l'idée, c'est vraiment profiter de le parc marin qui est ici. Je l'ai mis dans les cercles bleus. Donc, comme une fois, on arrive à La Paz, on se déplace à Loreto, puis après, on va profiter pour aller naviguer entre l'île d'Ansante, qu'on voit en vert ici. Si les conditions sont bonnes, parce que c'est un peu plus exposé, on va aller au sud de Carmen. Ensuite, on revient et on descend par la côte pour arriver dans une communauté ici proche d'Agua Verde. Donc, finalement, c'est 3 jours autour des îles. On fait la circumnavigation de Dame Santé, puis après, on descend pendant 3 jours la côte. Donc, très bon. Il y a aussi super snorkel. C'est aussi la bonne période pour aller voir les baleines grises. Donc, on a ajouté une journée pour justement aller faire l'observation des baleines grises et ces baleines. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais juste comme vous différencier. On fait presque la même chose. C'est juste la différence. Je vous ai montré déjà dans les cartes la différence en gros des deux. Mais juste côté ambiance, ça, c'est les Malecón à La Paz, donc les bords des mers de La Paz. La caractéristique justement de cet endroit, c'est les cardones, les cactus géants. Il y en a beaucoup. Surtout les mois novembre, octobre-novembre, il pleut très peu. Là, c'est septembre, quand la saison des ouragans. Donc, quand on va en octobre-novembre, les dessins sont un peu plus verts. Quand on va en mars, là, ça séchait beaucoup plus, mais on les voit, on les constate beaucoup dans les paysages. C'est sûr que c'est très connu aussi pour la navigation dans les voiliers. Donc, souvent, dans ces sortes de parcours, on va croiser très peu de kayakistes, mais surtout, on va voir des loin quelques voiliers. Euh, donc, on peut marcher, on peut se balader de temps en temps, mais c'est pas l'activité principale. Des fois, on arrive un peu plus tôt au campement, donc ça nous permet de se balader puis aller prendre des belles photos dans la petite colline proche ou juste d'aller faire la découverte du dessert. J'ai parlé de kayak, donc ici, on parle vraiment des kayaks doubles en général, mais on a quelques kayaks simples, mais c'est une question aussi de volume et de poids. On a vraiment besoin d'espace pour faire 6-10 jours en autonomie avec l'eau. On part des fois avec 40 litres d'eau par kayak, donc c'est vraiment beaucoup. Euh, puis, c'est des très bons kayaks, des pagaies aussi, c'est des pagaies en fibre de verre, donc on a un très bon matériel. Il faut faire attention justement là, de là aussi des formations qui peuvent nous aider à savoir mieux accoster avec, par exemple, un kayak en fibre de verre. Donc, même si on est en kayak double, toutes les techniques que vous allez apprendre dans une formation, ça va être utile, puis vous allez pouvoir les pratiquer dans un voyage comme celle-ci. La température de la mer est très, très agréable. Il fait chaud, le soleil est très pressant. Là, on voit des nuages, mais souvent, le ciel est hyper étoilé, donc parfait pour faire des petits dodos à la belle étoile. Peut-être Mars avec un sac de couchage un peu plus chaud, mais c'est fait ça. La nourriture, c'est sûr qu'on est au Mexique. Je voulais faire honneur à ma culture et à la gastronomie mexicaine. Donc, on a
pour même les voyages de 10 jours, que la nourriture fraîche. On favorise vraiment des fruits, des légumes, on va à la pêche, on mange des poissons frais. Là aussi, la partie où on fait la longue route, des fois, on peut avoir l'occasion d'aller justement, on va pouvoir vous montrer comment aller chercher des palourdes. Donc, on fait une petite entrée apéro tequila à palourdes. Donc, vraiment la dolce vita côté nourriture, du bon, tu sais, les matins, ça va être du bon café. Les soirs, on fait la bonne nourriture. Les midis aussi, ça prête un peu plus en version de pique-nique, mais toujours avec, c'est pas juste du sandwich puis la partante. Là, on fait des miracles avec une expédition, avec la chaleur qu'il fait pour pouvoir vous donner la bonne nourriture puis que chaque jour soit varié puis assez goûteux. Donc voilà. Je tiens à dire que Mariana essaie d'en mettre plus parce qu'elle sait que je suis cuisinier. Donc, elle essaie de se vanter. Donc, c'est sûr, là, il y a Antonio, un de notre guide, qui nous accompagne tout le temps. Lui aussi, ça fait plusieurs années qu'il travaille avec nous. La moitié de sa vie au plus qu'il fait, il est jeune, hein, mais il a commencé, je pense, à 15 ans guidé, là. Donc, il connaît toute la Basse-Californie comme la palme de sa main. Puis, il adore faire la plongée. Donc, souvent, on est gentil avec lui pour que lui, il puisse, ben, pas la plongée, mais la plongée avec l'arpent, là. Donc, c'est lui qui va aller chercher notre poisson frais pour les soirs. Euh, on voit aussi les plages qui sont larges. On a des tentes. Normalement, tout notre voyage d'expédition comme ça, c'est une tente pour 2 personnes. Mais ici, on peut vraiment utiliser plutôt la tente comme vestiaire puis dormir à la belle étoile. Comme tu disais, on voit en général la mer est assez calme, donc ça nous permet de parcourir plusieurs kilomètres. On part souvent entre 15 et 20 kilomètres par jour. Rarement on fait 20, c'est plutôt 10 à 15 kilomètres. On fait affaire aussi à la base avec une écologue que j'aime beaucoup parce que c'était les pionnières, c'était les premiers hébergements dans la région du Sud qui voulait vraiment montrer que c'était possible de ne pas faire des resorts, mais que si c'était possible de faire des petits, ouais, c'est ça, avec des infrastructures plus naturelles qui nous permettent justement d'avoir moins d'impact. Donc, on va à cet endroit à la Duna qui s'appelle au début du voyage puis à la fin du voyage. Voilà une photo quand je disais que le dessert est vert à la fin de la pluie. Et là, on voit aussi, c'est souvent très connu, les balboussins, on les voit souvent dans ces voyages. C'est des oiseaux typiques de l'endroit. Les lions de mer sont aussi, il y a des colonies qui habitent toute l'année longue. Dans le voyage de novembre, on va visiter une île où on va pouvoir nager, faire du snorkeling avec les lions de mer. Puis, les voyages des mars, c'est là la bonne occasion pour aller voir les baleines. Donc, c'est là qu'on va justement, on va pas avoir le temps d'aller voir les sauterelles, mais vous pouvez toujours prolonger. Mais on va dédier vraiment une journée entière pour aller côté Pacifique puis pouvoir caresser les baleines. Je suis désolée, André, je sais que quand, euh, quand tu étais allé, c'était pas encore dans la formule. Là, on l'a ajouté. Côté fun marine, beaucoup de dauphins. La dernière fois que je suis allée, il y a eu vraiment au moins 20 dauphins qui nous suivaient. Là, c'était incroyable. Ils nous sont suivis pendant 3 jours. C'était assez incroyable. Il y a les raies mantas, que c'est les mantas qui sautent. On les entend souvent la nuit, mais souvent, si tu vois une, ça veut dire qu'il y a plusieurs. Donc, ça, c'est un autre animal qu'on voit très, très souvent, qu'on voit en attente, qu'on sait qu'il est d'ailleurs dans la mer. Donc, on peut faire des bons snorkeling. Je pense que ça, c'est une vidéo. On peut faire des bons snorkeling, mais souvent, qu'est-ce qu'on peut remarquer beaucoup de la Basse-Californie, c'est vraiment la faune marine grande, les mammifères marins, les baleines, les dauphins. Donc, c'est ça qui est plus pressant. Il y a et bien évidemment des petits poissons puis des corails, mais si vous voulez voir des corails puis des poissons, là, c'est plutôt Panama. Donc, je vais faire un vélo rapide pour les Panama. Donc, Mariana, Donc, il y a une question de Stéphane. Stéphane oui, demande s'il y a des serpents et des scorpions où on campe. ben,
c'est sûr, on est c'est un milieu désertique, donc des serpents, des scorpions, il y en a. Je dors très, très souvent, en fait, à la Belle Étoile. J'ai jamais eu un serpent ou un scorpion qui est rentré dans mon sac de couchage. Cependant, c'est souvent quand on peut avoir cette rencontre, c'est quand on va chercher notre petite cachette pour faire notre besoin. Tu sais, on s'éloigne du campement, on s'éloigne de la mer. Donc, on va vous donner des trucs pour pouvoir prévenir. Malheureusement, c'est surtout les serpents, et les gens ont beaucoup tué, donc on les voit moins souvent. C'est pas bon pour l'écosystème d'ailleurs. Donc, ce qui est pressant puis plus dangereux, c'est la serpente sonnette. Puis justement, heureusement qu'ils ont sonnette, ils peuvent nous avertir qu'on est proche. Puis il y a beaucoup plus peur de nous que nous de serpents. Donc, on apporte des choses nécessaires si jamais il y a une morsure de serpent. Où on a des plans d'urgence aussi en cas où on a des situations avec un scorpion ou une tarentule. Mais au bord de la mer où on campe, c'est rare. C'est très, très, très rare qu'on puisse trouver. Ouais. Mais c'est sûr qu'on est dans un endroit avec des faunes sauvages. Je ne peux pas vous garantir de ne pas en avoir, mais dans toutes les années que je suis allée, j'ai jamais eu des rencontres au bord de la mer. Donc, on change un peu d'écosystème. On va maintenant au Panama. Là, on part de 6 jours de kayak, puis j'ai pas mis expédition en exprès parce que là, on a un bateau qui nous suit. Les kayaks sont très, très légers. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va tirer à Panama City. Ensuite, on va prendre des jeeps pour nous déposer à Carti, et c'est le port. Puis tout ça, c'est les territoires Gunayala. Donc, c'est des territoires autochtones. C'est un peuple qui est très fier de ces. Ils ont réussi à avoir une indépendance économique et politique du Panama. Ça appartient au Panama, mais vraiment, on est dans leur territoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on part de Carti, on va avec un bateau jusqu'à Isla Tigre. C'est là qu'on va faire les belles rencontres avec la communauté. On va faire notre petite pratique mise à l'eau. Puis ensuite, on va vraiment naviguer d'une île à l'autre jusqu'à revenir en kayak cette fois-ci jusqu'à Cartier. Autour de Cartier, c'est devenu de plus en plus populaire. Il y a beaucoup plus de touristes qui visitent. Donc, on essaie d'éloigner puis de jamais arriver jusqu'à Cartier. Donc, on profite vraiment d'aller d'une île à l'autre. Les grands récifs de corail c'est une barrière qui nous protège justement des vagues puis des conditions de mer un peu plus difficiles, sont plus dans la carte, on dirait que c'est plus au nord. Donc, on est vraiment protégé entre les îles puis on navigue entre l'île et les côtes. Donc, c'est un voyage quand même fascinant. C'est paradisiaque, bien évidemment. Aussi, on est dans les sables blancs, des cocotiers, la mer turquoise. Mais on voit déjà qu'on peut avoir des conditions de mer un peu plus exigeantes qu'est-ce qu'on voit en Basse-Californie. Puis aussi, l'effet qu'ici, la flotte est plus importante. On a juste 2 kayaks doubles, le reste, c'est des kayaks simples. Ça veut dire que vous devrez être à l'aise dans différentes conditions maritimes avec, euh, avec un kayak qui en plus n'est pas chargé. C'est des kayaks, c'est le bateau qui prend tout notre stock, toutes les affaires de camping, la nourriture, etc. Donc, nous, dans notre kayak, on n'a que les sacs des jours. Donc, Donc, aussi, c'est c'est ici, Mariana, donc c'est ici que je devrais intervenir et dire, avant d'aller au Panama, venez faire la formation de kayak dans les mille îles. exact. On va quand même pratiquer la première journée, qu'est-ce qu'il faut si on descend, comment embarquer dans le kayak, mais c'est sûr qu'idéalement, ça devrait être un rappel plutôt qu'un apprentissage pour mieux être à l'aise dans ces voyages. C'est sûr et certain. Donc là, on a l'équipe du Panama. Donc, nous sommes invités, ils nous sont acceptés de parcourir leur territoire. C'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas moi qui je dis, ça me tente d'aller pagayer, je peux-tu. Et il y a une seule flotte de kayak dans le territoire. Et c'est les messieurs qui ici, avec les chapeaux noirs et les lunettes, qui est notre guide Puna. Donc, nous sommes dit, OK, ben, vous voulez venir au territoire, c'est bien beau, mais il faut que vous engagez la communauté. Donc, on engage un guide de kayak, Horace, qui est avec sa chandail
bleu et gris, là, c'est notre cuisinière. Après, c'est des gens, c'est l'équipe c'est les capitaines puis l'assistant des bateaux. Donc, on a vraiment, on est beaucoup avec eux. Donc, ils sont super gentils, ils nous partagent beaucoup sa culture. Là, ils sont tout en rouge parce qu'ils célèbrent le jour de l'indépendance de la communauté. C'est la journée qu'ils sont rebellés puis qui ont gagné un peu comme sa liberté, son autonomie. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va en février parce que tout le monde est comme content. C'est des gens qui aiment beaucoup cette tradition, qui sont fiers de cette tradition, qui mettent en valeur cette tradition. Puis en février, c'est vraiment les moments où c'est comme au pic, au pic, au pic, toute cette partie. C'est des gens aussi qui partageaient beaucoup à l'oral, son histoire puis ses connaissances. C'est encore le cas, donc on profite parce que ils sont toujours généreux puis nous partagent aussi avec nous tout ça. On arrive à Panama City, qui pour moi c'est un coup de cœur. J'adore Panama City. On arrive, mais c'est vraiment notre endroit pour atterrir puis pour partir. On ne reste pas beaucoup de temps de nuit à l'aller et au retour. Donc on profite, on visite. C'est un endroit aussi intéressant côté historique. Et ensuite, on se déplace directement chez les Goulas. Donc là, c'est vraiment intéressant. Les femmes, surtout, s'habillent encore de façon traditionnelle. Les hommes, pas tant, vous l'avez vu un peu dans la photo. Là, qu'est-ce qu'on voit à l'arrière, c'est les molas, c'est l'artisanat typique de l'endroit. Donc aussi, il y a vraiment un côté folklore, mais aussi un côté culturel très, très, très fort dans ces voyages. Là, c'est ma famille maintenant, ma famille Guna, une petite Sinores et ses enfants. Donc, ça, souvent, on va à chaque île comme une famille qui garde l'île. Là, c'est l'île on dort et on essaie de dormir au moins d'une nuit parce qu'on a une belle relation avec la famille. Donc, les autres sont toujours contents de nous voir puis de partager avec nous. Euh, Puis là, les cils, vous voyez, c'est pas super grand. Là, on peut pas faire un terrain de soccer dans les cils. Mais qu'est-ce que c'est cool, c'est qu'on peut atterrir. C'est comme trois petites hôtes par la base. Là, il y a une qui est pour la famille, l'autre qui utilise pour la cuisine. Nous, on s'installe. Il y a les hamacs aussi. C'est très traditionnel de l'endroit. On va accrocher des hamacs pour tout le monde, même si on apporte des tentes, parce que pour eux, l'hamac, c'est très important dans sa culture. Puis, on s'apprête très, très bien pour faire du snorkel autour des îles. Donc, voilà un peu l'ambiance. Ils ventent beaucoup. C'est une période de l'année qu'ils ventent beaucoup, puis tant mieux parce que sinon, il y aurait beaucoup de moustiques. Donc, c'est chaud, humide, mais avec la température, avec la brise puis du vent, c'est quand même très agréable et ça supporte bien la chaleur. On se baigne beaucoup, on fait beaucoup de snorkeling. Le snorkeling, ça fait beaucoup partie de notre voyage des kayaks à l'eau chaude. Je dirais que même on passe des fois autant de temps dans l'eau à faire du snorkeling qu'en kayak. Puis c'est sûr qu'ici, c'est paradisiaque. C'est interdit, c'est un des endroits qui c'est vraiment des catégories mondiales, mais que les Gounas n'ont jamais autorisé à avoir la plongée en bouteille. Donc, la seule façon de découvrir la faune marine, c'est en snorkeling. C'est quand même intéressant parce que ça évite beaucoup des bateaux de plongée. Donc, il y a des voiliers, il y a beaucoup moins d'impact de ce côté-là. Les couchers de soleil sont magnifiques. Ça adresse vraiment les gens qui ont un peu moins d'expérience vont embarquer dans un kayak double. Les gens qui ont un peu plus d'expérience ou qui essaient de pratiquer ces techniques, c'est ceux qui vont embarquer dans un kayak simple. Les bateaux de soutien, ça nous aide beaucoup parce comme il y a beaucoup, beaucoup de récifs, dessaler, c'est pas dangereux, mais qu'est-ce qui est dangereux, c'est que s'il y a du courant, que les courants, une fois qu'on a dessalé puis qu'on n'arrive pas à embarquer assez rapidement au kayak ou qu'on ne sait pas encore esquimoter, bah, qu'on se ramasse tranquillement dans les récifs parce que là, on va se faire mal. Donc, les bateaux, c'est notre sécurité, c'est surtout ça. Il va y avoir des fois même deux bateaux si le groupe est assez nombreux. Un qui va prendre toutes les stocks, puis l'autre qui va vraiment nous suivre des proches, mais jamais proche assez pour nous déranger, mais assez proche pour que si jamais il y a quelqu'un des salles puis qui n'arrive pas à remonter rapidement dans le kayak, puis les courants nous amènent vers les corals, lui, il peut venir nous aider.
Donc, vraiment un très beau voyage. On fait beaucoup aussi. On va avoir l'opportunité de fois d'entrer un peu plus dans la jungle pour découvrir. C'est une jungle très, très sauvage. On fait un peu la randonnée, mais c'est vraiment pas la randonnée. C'est plus une demi-journée de découvrir. Donc, on marche dans la jungle, un peu dans l'eau, un peu dans les sables. On attend un peu les oiseaux. On apprend un peu de la cosmologie des Gunas vers la mer puis vers la terre. Donc, c'est super intéressant. Puis, le fait qu'on a les bateaux, c'est sûr que ça nous permet d'avoir un peu plus de confort. Donc, c'est un voyage, on a des tables, on a des chaises, on a un glacier. Donc, c'est sûr que ça nous permet d'avoir un peu plus de confort que quand on est en complète autonomie. La pêche aussi, si les conditions de la mer sont pas si mauvaises, les Gunas pêchent beaucoup dans ces pirogues, donc on va pouvoir manger aussi des poissons frais régulièrement ou des fruits de mer. C'est sûr que la nourriture des Panama ou les Gunas ne sont pas réputés pour avoir la meilleure gastronomie au monde, mais Horace fait toujours le mieux qu'il peut pour avoir toujours des bonnes salades très variées. Les riz de coco, c'est très populaire dans ce secteur. Donc, c'est vraiment, on mange quand même très bien. C'est important pour nous, les caravaniers, de dormir bien puis manger bien. Côté snorkeling, je sais, c'est vraiment des endroits les plus hallucinants. Côté couleur, texture, corail, poisson, c'est vraiment incroyable. Donc là, on pas plus au froid. Puis là, c'est Simon qui va être content de nous parler un peu du Groenland. Donc, juste pour vous rappeler, la Groenland, on va juillet août, c'est vraiment la seule période de l'année qu'on peut y aller pour les kayaks. Juste pour vous situer un peu, on est vraiment dans la côte est de Groenland. On arrive, c'est pour ça que dans nos itinéraires, on est obligé d'arriver en Islande pour après arriver ici à Kulusuk. Donc, j'essayais de vous mettre des cartes juste pour vous situer. Puis après, c'est aussi un voyage en complète autonomie. Puis je laisse Simon vous parler. Donc, je voulais juste vous mettre une photo. Simon, peut-être tu peux nous parler, ça représente à quoi un voyage en complète autonomie au Groenland. Puis aussi, là, on voit bien les kayaks. Pourquoi on a choisi d'avoir ce sort de kayak au Groenland, s'il te plaît? Absolument. Donc, ben, premièrement, pour moi, le Groenland se résume à une histoire d'amour. Euh, Naviguer au Groenland, c'est vraiment retourner à l'endroit, à la naissance du kayak. Le kayak est une embarcation nordique faite pour la chasse et les Groenlandais en étaient les maîtres. Du moins, des kayaks modernes que l'on connaît de nos jours, c'est eux autres qui ont amené le sport, là, ou du moins l'activité à ce qu'elle était à être plus tard. Euh, Au Groenland, on est en autonomie complète. Donc, ce qui veut dire qu'une fois qu'on quitte le village de Kulusuk, qui est un peu notre base, eh bien, on part et on n'a pas de ravitaillement en kayak de mer. Donc, quand on part en kayak, on reste en kayak. Il n'y a personne qui vient nous voir pour nous donner un peu plus de nourriture, un peu plus de carburant. On est vraiment 10 jours sur l'eau, de campement en campement, où est-ce qu'on se déplace d'une journée à une autre, d'une place à l'autre. Dans les embarcations que l'on voit là, qui sont des kayaks de mer avec une armature de bois recouverte d'une toile et donc, la raison pourquoi on a ces kayaks-là, c'est simplement, ça nous permet de faire un aller simple et non pas une boucle ou un aller-retour à travers le territoire. Ce qui fait que quand on arrive à la fin, ben, on les démonte, on les met dans le bateau dans les bateaux qui viennent nous chercher, puis on les ramène au village de Koulousou. Maintenant, qui dit une expédition de 10 jours de kayak de mer, dit aussi en même temps beaucoup de matériel. Donc, on peut voir qu'il y a un peu de matériel. Oh, ça, c'est probablement le début de l'expédition quand il y a toujours un petit sac ou deux dessus du kayak. C'est une expédition où on va être en habit étanche parce que l'eau est froide, l'eau est environ à 1-2 degrés. Euh, et puis, on se promène. En fait, je dirais que au Groenland, quand on navigue là-bas, c'est un peu comme être euh, à l'échangeur turco. Dans le sens que, à l'échangeur turco des fjords, il y a tellement de fjords qui s'interchangent, on arrive dans un fjord, on tourne à gauche dans l'autre fjord pour nous permettre de tourner à droite dans le prochain fjord qui nous amène finalement à un plus gros fjord ou un plus petit fjord qui va nous amener à notre destination en passant à travers une multitude
d'iceberg. Quand on est en début de saison, au mois de juillet, ben souvent, c'est qu'il faut faire notre chemin à travers la banquise côtière qui est toute morcelée, puis il faut se déplacer là-dedans. Des fois, il faut accoster pour aller voir plus haut que la glace pour voir c'est où le passage, est-ce qu'il y a un passage, attendre que les glaces se séparent avec les courants, passer à travers. C'est vraiment l'aventure avec un grand A. On va Euh, passer les photos si tu veux, parce que oui, 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 là, oui. tu m'as donné le goût de prendre des photos. Juste pour dire que là, on parle vraiment de voyage solitude glacée qui va de juillet à août. Puis, je vais vous montrer quelques photos. Mais si Puis, tu veux revenir je vais si tu veux défouler. revenir à la page d'avant, à la photo d'avant. Donc, quand je parlais de différents fjords, c'est que partout où est-ce que vous voyez qu'il y a des îles, entre les îles, bien, c'est des fjords parce que c'est des vallées glaciaires dans lesquelles il y a de l'eau de mer. Euh, et puis, par journée, environ par jour, là, on pagayait là, à peu près entre 15 et 20-25 kilomètres. Ce qui est le fun au Groenland, jusqu'à la mi-août, c'est qu'il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas vraiment de noirceur. Donc, ce qui nous permet de pagayer vraiment le nombre d'heures qu'on veut pagayer si on est dans des conditions défavorables. On peut attendre que le vent se calme en fin de journée pour continuer à avancer. Donc, on s'amène beaucoup de bâtons et puis on planifie un peu comme qu'on peut. Donc, je te laisse continuer avec les photos, Mariana. Donc ça ici, c'est ben, le Groenland, c'est assez pittoresque, pas juste à cause des paysages, mais à cause des villages qu'on va croiser en cours de route. On arrive au village de Kulusuk, mais en cours de route, tout ça en même temps, on va croiser un autre village où est-ce qu'on va peut-être pouvoir débarquer pour aller visiter un peu le village. C'est des villages qui sont très petits, 200, 250 personnes. Le plus gros village de la région a 1500 personnes. 3000, il y a 3500 personnes sur la côte est du Groenland. Donc, ça vous donne un peu une idée de comment reculé on est. Puis l'iceberg que vous voyez là, ben ça, c'est quelque chose de quotidien. Où est-ce qu'on va croiser des icebergs comme ça? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Parce qu'on n'a pas arrêté trop tôt, là, mais gênez-vous pas, on regarde le chat, on regarde le Q&A. Donc, gênez-vous pas de poser vos questions. Donc, les glaciers qu'on va passer, écoutez, c'est des glaciers qui ont à peu près entre 10 000 et 80 000 ans de glace. Donc, ça date de la dernière ère glaciaire. Ça m'est déjà arrivé de voir un petit écureuil qui courait après la noix sur le dessus de la glace, là, avant que le glacier tombe. Mais ouais, c'est ça. Donc, à tous les jours, une journée typique là, au Groenland, eh bien, lever vers les 7h, 7h30, déjeuner, démonte le campement, on pacte les kayaks, on charge les kayaks, et puis on prend les kayaks, on les dépose dans l'eau et on part à l'aventure. Euh, Est-ce qu'on reste près des côtes? Oui. Est-ce que des fois on s'aventure un petit peu plus au large? Aussi. C'est vraiment là, c'est vraiment du cas par cas, puis selon qu'est-ce qui est beau à ce moment-là, puis qu'est-ce qui nous est permis selon Dame Nature qui nous octroie le droit ou non. Il y a des vestiges de la Deuxième Guerre mondiale aussi en même temps au Groenland. Donc, il y a déjà eu des bases américaines là, tu sais, pour le passage d'avions Amérique du Nord et Europe. Ça fait partie du paysage, mais en même temps, ça fait partie de l'histoire de la place. Ça peut être choquant, mais une fois qu'on comprend la chose, ça le devient un peu moins. Les montagnes sont quand même assez fraîches. Ça fait moins de 10 000 ans pour la majeure partie d'entre elles qu'elles sont dénudées de glace. Il y a même des endroits où j'ai vu des nouvelles roches qui émergeaient depuis tout récemment, depuis 1 an ou deux, là, des glaces. Bien sûr, le Groenland, il y a un problème au Groenland, c'est que si c'est le premier voyage de kayak que tu fais de toute ta vie, eh bien, toutes les autres vont être plates. Sauf la Basse-Californie et le Sauf la Panama. Ah, Basse-Californie. C'est ça exactement. Le Groenland, c'est vraiment le paradis des kayakistes au niveau des paysages. Donc, quand on parlait de banquises côtières qui se séparent, en voilà un bel exemple. Des fois, c'est plus serré, des fois, ça l'est moins. il faut dire aussi cette année, à partir de cette année, je pense, on a commencé à avoir des sacs et Des vêtements étanches, oui. combinaisons étanches là, et qui a fait qu'on gagne beaucoup de confort dans ces sortes de conditions. C'est la mer qui est froide, mais vous serez étonné que sur Terre, il fait pas si froid que ça. Donc, on pense toujours au Groenland, je vais me geler. J'aime bien être en short puis en sandales dans mes vacances. Donc, c'est sûr que vous serez pas en short en sandales dans tout le long de voyage, mais la température de l'eau, oui, est froide, mais quand on est en campement, les corps aussi s'adaptent quand même assez bien puis rapidement à des températures, mais c'est quand même agréable. On est entre 10 et 15 degrés.
Oui, en effet, c'est Euh, ça. On est à peu près à 10-15 degrés. Et puis en même temps, ce qui aide beaucoup, c'est le soleil parce qu'il y a un ensoleillement quasiment 24 heures sur 24, du moins en début de la saison, au mois de juillet, mi-août. Euh, Ce qui fait que c'est extrêmement confortable. Puis en dessous des vêtements étanches, bien à ce moment-là, on peut mettre le nombre de couches qu'on veut pour se garder au chaud, si on a froid. Tu peux nous parler de notre petite amie? Ben oui, c'est ça. Au niveau de la faune et de la flore, au niveau de la flore, bien c'est simple, c'est que des petites plantes qui poussent. Il n'y a pas de grands arbres qui viennent obstruer la vue là, comme au Québec. Au niveau de la faune, eh bien, nous avons notre petit ami le petit renard qui semble extrêmement cute et adorable, puis on aurait juste le goût de le flatter en dessous des oreilles. Mais par contre, c'est un voleur. Donc, ces petits renards volent le fromage. Il aime particulièrement le pied de vent des îles de la Madeleine. Il nous en a déjà volé une meule entière et il m'a déjà volé 13 kilos de fromage en une nuit et je dormais à côté du sac de fromage. Donc, petit renard, on a un love-hate relationship ensemble. Moi et lui. Au niveau des ours polaires, nous, on est au 65e, quasiment 66e parallèle, qui est le cercle polaire 66 degrés 30, là. C'est le cercle polaire. Euh, et puis, les ours polaires migrent vers le nord, au 70e parallèle. Donc, c'est plutôt rare qu'il y en a dans la région. Quand il y en a, eh bien, tous les chasseurs du coin, ça fait traîner de poudre. Et les chasseurs cherchent à aller le chercher s'ils n'ont pas encore atteint les quotas. Au niveau des maringouins, parce que je vois une question, là, quelqu'un qui est averti. Au niveau des maringouins, il y a des années où est-ce qu'il n'y a aucun maringouin et il y a des années où est-ce qu'il y en a plus. Maintenant, ça reste le nord, donc la présence de maringouins, elle est quand même là si les conditions là, s'alignent pour. Ça m'est déjà arrivé d'avoir aucun maringouin pendant une été entière, tandis que d'autres saisons, il y en avait. Maintenant, les maringouins groenlandais, étant donné qu'il y a juste 3500 personnes sur la côte Est, ne connaissent pas c'est quoi un humain. Donc, viennent rarement piquer, mais sont plus curieux. Par contre, ils sont comme les maringouins de la l'Abitibi, ils se mettent à genoux pour t'embrasser dans le front. Donc, ils sont quand même assez gros, mais un peu pâteaux. Donc, je vous rassure, là, c'est pas la fin du monde, les maringouins. C'est rare qu'on a besoin d'avoir un filet. Un petit peu de crème souvent suffit, puis même encore, on vient à s'habituer. Donc, juste histoire de tourner le couteau dans la plaie, c'est le genre de paysage qu'on va pouvoir prendre un gin tonic et regarder pendant des heures de temps. Les glaces que l'on voit là, la glace, là, le glacier qu'on voit là à la base des montagnes est relié à la calotte glaciaire qui recouvre le Groenland. Donc, juste pour vous donner là, un exemple de beauté, comme il y en a rarement d'autres. Il y a une autre Puis question dans le souvent, chat. souvent je me fais poser des questions. Là, je fais, euh, quelle est la meilleure période ou quelle période a plus de glace, moins de glace, entre juillet et août? Est-ce qu'il y a une Oui. grande différence? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Oui, en effet, OK. Donc, pour les amateurs de glace, pour ceux qui veulent naviguer à travers la glace, je vous dirais début juillet, c'est le moment où ce que la banquise, en général, est déjà présente. Elle est présente, c'est-à-dire. Par après, fin août, c'est la saison des aurores boréales. Donc, il va faire noir la nuit. Donc, si tu veux voir des aurores boréales, le soir, la nuit, te lever pour aller voir c'est magnifique, cette magnifique danse du ciel. Ça serait plus fin août, je te dirais, ces voyages-là. Sinon, Mhm. mais donc la glace, c'est vraiment en début de saison, mois de juillet, et puis les aurores boréales, c'est plus vers la fin août, mi-août, fin août. Par contre, fin août, mi-août, il fait un petit peu plus frais aussi en même temps, étant donné qu'il y a de la noirceur qui fait noir la nuit, bien à ce moment-là, le soleil réchauffe un peu moins aussi. Est-ce que les icebergs, quand tu parles de la glace, est-ce que tu parles aussi des icebergs ou est-ce que les icebergs vont avec la glace ou le fait que la glace est défaite, il faut plus de place pour que les icebergs descendent? En fait, quand je parle de glace, je parle de banquise qui, C'est ça. en fait, c'est de l'eau de mer qui est gelée. Donc, elle, à un moment donné, elle se détache et puis avec les courants marins, avec les marées, ben, ça part un peu au large dans l'océan Arctique.
Mais quand on parle de iceberg, bien là, c'est simplement, c'est des morceaux de glace qui se détachent. C'est des morceaux de glace, des fois, qui sont immenses. Ça fait des centaines de mètres, des fois, qui se détachent de la calotte glaciaire et puis qui partent à l'aventure et petit à petit, comme ça, ici, c'est la banquise côtière. OK? Mais des grosses affaires qui sont plusieurs fois, qui font des dizaines, voire des cinquantaines, c'est pas des centaines de mètres de haut. Ça, c'est des icebergs. Donc, ça, c'est ce qui a fait couler le Titanic. Ouais, donc c'est ça. Donc c'est des questions qui sont à mes potes. Là, il y avait comme quelques questions, mais c'était plutôt des commentaires. Merci, Sina. Puis, bon, juste pour vous dire aussi, puis ça c'est une autre photo. Donc, bah, c'est clair que les paysages puis les photos, on peut pas rater au Groenland. Là, même si on est nul en photo, tu vas retourner, puis tout le monde va te dire, mais waouh, c'est incroyable. Je sais pas, le Groenland, ça fait que tu te rends même pas compte que tu as pris une photo, puis c'est vraiment la meilleure photo que tu as prise dans ta vie. Là. C'est assez hallucinant. On a toujours, on tenterait pas, ça, c'est quelque chose de particulier dans ces voyages qu'on n'en a pas dans des autres voyages comme Baja ou bien au Panama. C'est une tente, une grande tente, une tente commune, une tente où normalement c'est aussi la chambre des guides, mais c'est la tente où on partage les repas si les conditions ne sont pas favorables, qu'il fait un peu froid ou il vente beaucoup ou il mouille un peu. Donc là, on a un abri pour pouvoir nous manger, se faire sécher nos affaires parce que les tentes, c'est quand même des tentes de 3 places où on doit partager souvent dans une occupation double. On voit bien aussi les sols. Excusez-moi, on est loin des plages où on va pouvoir crosser. Donc, c'est des sols quand même assez. C'est différent. On va pas pouvoir aller crosser notre petit trou pour aller à faire notre besoin. On va vous expliquer si jamais vous inscrivez comment ça se passe pour la toilette, mais juste pour que vous voyez un peu si c'est sur des paysages ou des campements où on va poster notre tente, où on va passer une nuit ou deux. L'avantage des voyages de solitude glacée dans notre voyage des kayaks, c'est qu'on a 10 jours pour explorer. C'est pas rare qu'on va pouvoir poster notre campement d'une nuit dans un seul endroit. Donc, c'est qu'est-ce qui peut être très demandant dans une expédition de 10 jours, c'est si jamais on doit comme changer les campements à tous les jours, comme c'est les campements en Basse-Californie, qu'on est presque à tous les jours, pas forcé, mais presque. On aurait peut-être 12 occasions de laisser les campements, mais en réalité, l'idée, c'est avancer. Ici, l'idée, c'est explorer. On a du temps en masse pour arriver au point final, au point où on a à nous arranger pour que les bateaux nous récupèrent. Donc, ça nous donne le temps aussi de temps en temps poster notre campement pour 2 nuits consécutives. Puis là, je vois mon beau Simon là qui porte une arme. Oui, les guides Trois sont armes. armés. Et explique-moi pourquoi là. Oui, ben c'est ça exactement. C'est qu'il peut y avoir présence d'ours polaires. On reste quand même là, dans l'océan Arctique. Et puis, l'ours est présent l'hiver. Par contre, nous, quand on y va, l'ours le monte là, de 3 degrés, d'à peu près 3, 4, 5 degrés plus au nord. Donc, quand il y a présence d'ours, s'il y a un ours l'été, c'est que c'est un ours qui est perdu. Ce n'est pas un Mhm. ours qui migre ou quoi que ce soit, c'est vraiment un ours qui est perdu parce que normalement, lui, il part vers le nord, donc il ne devrait pas en avoir, mais ça peut arriver qu'il y en ait. Ça m'est arrivé une fois là, en 8 ans d'en voir un. Euh, Puis il n'y a pas eu de problème, là. Mais par contre, les guides, on est armés, ne serait-ce que pour se protéger. Et donc, je m'en allais tester les fusils là, pour les guides. Par sécurité, en effet. Puis la nourriture, ça a l'air à Oui, ben quoi? la nourriture, c'est un mélange de nourriture lyophilisée avec un de nos partenaires, là, Happy Yak. Et où est-ce que le soir pour les soupers, c'est de la soupe, repas lyophilisé, mais c'est quand même très, très bon, là. En général, c'est pas mal tout bio, ou du moins on essaie le plus possible. Des fois, on peut pas. Et puis, suivi d'un dessert, il y a toujours un apéro. Les midis, c'est souvent des salades mélangées avec des viandes froides. Pour les végétariens, il n'y a pas de problème non plus. On trouve moyen là, de faire quelque chose de bien aussi en même temps. Moi-même, je suis végétarien là, à mes heures. Et puis pour les déjeuners, bien, c'est toujours des repas qu'on cuisine là, sur place, là. Donc, c'est pas de la haute gastronomie, mais c'est très goûteux et c'est copieux.
Ouais, on mange bien. Puis là, il y a toute une logistique. Groenland, c'est peut-être un des endroits qui nous manque. On a besoin de préparer les voyages vraiment à l'avance. C'est un endroit très, très isolé. Donc, dans les niveaux de difficultés, ben, on est en kayak d'eau, mais c'est des conditions, des températures de l'eau très froides. Des conditions aussi quand même maritimes et à la glace. Donc, pour vous, comme kayakiste, c'est plutôt plus, je dirais que c'est plus dur pour les guides, là, parce qu'il faut se trouver des chemins, il faut considérer les courants, la marée ou autre, surtout quand il y a beaucoup de glace. Mais ben, c'est sûr que il faut avoir une bonne endurance, il faut être à l'aise dans le kayak, connaître le kayak, avoir surtout de l'énergie, parce que souvent, qu'est-ce qu'on se rend compte que dans des voyages en expédition, en autonomie, on dépasse vraiment une bonne partie de notre énergie à bouger les kayaks, bouger les bagages, démonter les campements, monter les campements, partir les kayaks, départir les kayaks. Puis ça fait une bonne partie de notre énergie qui est partie. Donc, à la fin de la journée, on n'est pas fatigué pour les coupes pagaies qu'on a données, mais sinon pour tout l'ensemble d'activités qu'on a fait. Mais c'est très, très riche en expérience, puis on apprend énormément. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Non, non, sinon je c'est vais bon. me lancer. C'est bon, merci C'est bon, oui. Simon. Je pense qu'il n'y a pas de questions, mais sinon on va laisser aussi un peu de temps à la fin. Donc là, je vais vous présenter des nouveautés. Je suis bien excitée. Je vous présente d'abord voici. Déjà, je vais vous situer parce que j'avoue que même moi, j'ai dû passer du temps à étudier les cartes pour me situer. Donc, on est en Indonésie. Et puis là, on est dans la Papouasie occidentale, mais qui appartient à l'Indonésie. Puis même à ça, on est dans une autre région, comme une micro-région très connue pour ceux qui font la plongée sous-marine. C'est comme les paradis. Puis je me suis aperçue que c'est aussi les paradis pour aller faire du kayak. Donc, je voulais offrir ceux qui ont déjà fait le Panama, c'était dur de trouver une couche dessus Panama, aller comme à un niveau supérieur de Panama, parce que Panama est déjà wow, mais je l'ai trouvé après parcourir un peu les globes terrestres, puis c'est ici, c'est l'Indonésie, c'est Rajamanpat, on est vraiment dans un endroit qui est hyper protégé. C'est un endroit, il y a beaucoup, 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 beaucoup de corail. Puis c'est un endroit aussi au monde que c'est les seuls endroits que toutes les corails commencent à aller mieux. Donc, il y a vraiment, c'est quelque chose de très particulier puis que les scientifiques étudient beaucoup parce que les corails sont en bonne santé puis même ils sont développés plus qu'ailleurs. Donc, donc, c'est un bon signe. Il y a beaucoup de. L'UNESCO en 2023, justement, l'a nommé comme Global Geopark à cause de sa géographie, à cause de sa faune marine, à cause des plein de choses. Donc, c'est un endroit qui est déjà quand même connu, mais qui n'est pas assez connu. Donc, j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité pour caravaniers qui en cherchent toujours d'aller dans les endroits moins chalandés, des endroits un peu moins connus, des endroits qui on peut faire une bonne choix parce qu'on peut laisser une bonne empreinte aussi en allant dans l'endroit. Donc, il y avait une partie des conservations, une partie des cultures, les papous, les pop aussi, c'est full intéressant. Donc, bon, bref, il remplit tous les critères que je voulais. Donc, ça, c'est juste en image. Vous allez voir pourquoi j'ai choisi cet endroit. Donc, c'est un voyage on essaie de définir. C'est pas encore fini, donc j'ai pas encore l'itinéraire détaillé. Il manque encore un peu de travail, mais c'est un voyage que c'est sûr on va pousser pour le faire en octobre, puis en avril. C'est la bonne saison d'y aller. Ensuite, c'est voyage que c'est sûr, on va loin, donc on va rester quelques jours sur place. J'estime faire aussi des longues expéditions, donc 15 jours minimum sur place, avec un peu de randonnée, mais beaucoup approche avec les cultures, donc un peu comme Panama, puis une bonne immersion de snorkeling parce que c'est juste incroyable.
Puis les kayaks s'apprêtent très bien dans l'endroit. C'est des endroits quand même très protégés. Même si au large, c'est un peu plus mouvementé, on a plein d'endroits pour se protéger, facile d'accoster. On peut avoir en bateau des soutiens aussi. Donc, bref, je suis vraiment excitée. J'ai entamé des belles conversations. L'équipe avec, on va travailler, sont hyper professionnels, sont dans la même éthique, même vision que Caravani. Donc, on a trouvé un bon match. Et tant mieux parce que c'est ça qui manquait. Donc, voilà qu'est-ce que c'est pour Raja Mampat. Donc là, je veux juste vous montrer des photos. Je voulais vous expliquer pourquoi j'ai choisi surtout cet endroit. Donc, car correspondait très bien avec les snorkeling. Ça prêtait bien comme un voyage, justement, eau chaude. Très beau snorkeling, approche avec les cultures. On va avoir des kayaks simples, des kayaks doubles. Euh, donc, on est en train d'étudier toutes les possibilités, en train de faire les voyages les plus authentiques possibles. C'est lui qui correspond avec justement, c'est sûr que je m'adresse surtout aux voyageurs qui ont déjà fait Panama, Basse Californie, puis qui attendaient qu'est-ce que je peux faire après ça. Mais ça s'adresse aussi à ceux qui n'ont jamais fait un voyage eau chaude ou qui n'ont pas encore voyagé avec nous. Donc, ce qui est intéressant, et on le voyait aussi dans la photo, c'est qu'il y a beaucoup des vestiges, un peu des collines puis des petits îlots avec une formation calcaire. C'est très intéressant. On peut le voir aussi, par exemple, à Madagascar et En on peut le Crète? voir ici en Crète aussi. Donc, on a des falaises impressionnantes, des récifs de corail, beaucoup de lagunes, on a des mangroves, on a beaucoup de jungles aussi à visiter. La culture est quand même assez intéressante. C'est des peuples très marrants, donc que la mer est très présente dans sa culture. Tout le monde est en train surtout les gens à qui je m'approchais, je me suis approchée vraiment à différents instituts, à différents opérateurs, des gens. Bon, bref, tout le monde j'ai l'impression que tout le monde est dans sa ligne vers un futur de rangement, pas de conservation, puis mettre en valeur cet endroit comme un modèle plutôt que devenir les prochaines Cancun. Donc, on veut appuyer cette ligne et cette direction. Euh, donc, on est presque, je dirais, je me suis donné un maximum fin mars pour compléter, avoir un prix, avoir un itinéraire. On est quand même bien avancé, mais il reste encore du travail. Cependant, ça va être un voyage qu'on appelle le voyage pionnier, c'est-à-dire vous allez découvrir avec nous pour une première fois la région. Vous allez tester le voyage avec nous. Vous allez pouvoir aussi nous aider à évaluer, à faire des suggestions. Donc, c'est sûr que pour la première édition, on va essayer de faire plus que moi parce qu'après, on va peaufiner, on va dire, bah, ça c'est très très haut, ça on aurait aimé aller plus loin. Donc, vous faites partir un peu de notre repérage. Donc, on vous invite dans cette première édition à venir avec nous pour découvrir l'endroit. C'est ceux qui ont fait un beau travail à l'avance. On n'arrive pas aveugle, mais c'est sûr qu'on vous invite avec nous à découvrir cet endroit pour une première fois, puis à peaufiner cet itinéraire pour avoir vraiment l'itinéraire parfait à partager pour les prochaines éditions. Donc, Mariana, il y a quelques questions. Je t'interromps pas pour te dire, il y a quelques questions. Une par rapport aux moustiques à la malaria en Papouasie. Et oui, puis, l'autre question qui est, est-ce qu'on peut extensionner notre séjour avec Caravanier dans le sens, est-ce qu'on peut rester un peu plus longtemps ou est-ce qu'on peut arriver un peu à l'avance? Je sais que pour le Groenland, on préfère que tout le monde arrive en même temps pour des simples raisons de logistique parce que les voyageurs apportent des sacs de nourriture sur place parce qu'il y a trop de nourriture pour que le guide puisse les apporter tout seul. oui. Mais sur d'autres voyages, je crois qu'il y a des possibilités là, d'extensionner ou d'arriver un peu à l'avance. Ouais, même au Groenland, vous pouvez extensionner, vous pouvez rester plus longtemps en Islande à la fin du voyage, il n'y a pas de problème. Hmm. Donc, en général, la plupart de notre voyage, on vous demande juste d'être au début par exemple, si on commence le voyage à Kulusuk ou si on commence le voyage à La Paz, on vous demande d'être à La Paz ou à Kulusuk ou dans ce cas à Sorong la journée 1
On va vous donner le horaire des vols et tout. C'est un voyage, c'est sûr que pour arriver dans un endroit si magnifique, ça va prendre du temps pour s'y rendre. Il va falloir prendre un vol en premier à Jakarta, après à Sorong. De Sorong, on va se donner un point de rendez-vous. On va dormir à Sorong, puis après on prend un ferry pour se rendre où on va commencer l'expédition, les petits voyages en kayak. Donc, c'est sûr que c'est un voyage vous allez pouvoir extensionner, vous allez pouvoir après rester en Indonésie, même aller plus vers la terre, dans la Papouasie. Donc, c'est sûr on va être super flexible, mais une fois que l'itinéraire va être complètement défini, on va vous dire, ben, à partir de 7 jours, il faut que vous vous rendez à Sorong. On a une personne ici dédiée au vol, donc elle va vous assurer que vous vous rendez exactement cette journée, cette heure-ci, à l'endroit où on commence les voyages. Et si vous ne le prenez pas avec vous, avec nous le voyage, parce que c'est aussi une possibilité, on est super flexible, on va vous aider pour vous donner les horaires de vol du groupe pour que vous pouvez ajuster aussi vos choix de vol pour arriver en même temps. Donc, on est quand Puis, même puis, resté dans une photo malade, hein? C'est trop ouais, beau. puis une dernière question, parce qu'il est ouais, ouais, 8h22. Une dernière question là, qui vient de popper. En fait, il y en a deux. C'est combien de voyageurs prévoyez-vous pour ce voyage? Bah, pour les voyages, ces voyages, en fait, on prévoit avoir, je dirais, à date, c'est qu'on en avait parlé, c'est une bonne minimum 7 jours en mer, mais dans les 7 jours en mer, on va faire c'est pas juste le kayak, on va pouvoir faire beaucoup de snorkeling, peut-être se balader, mais en général, comme j'ai dit, c'est comme j'ai pas encore peaufiné, c'est pas encore défini à beaucoup de choses. Donc, si vous avez des suggestions, vous pouvez m'écrire. Dans le fond, maintenant, c'est que je veux finir pour qu'on s'entende pas trop. Pour toutes les questions de Rajam Ampat, on va les laisser à la fin quand j'ai fini, mais j'aimerais bien que vous me challengez, que vous me donnez des suggestions, parce que comme on est en train de définir l'itinéraire, c'est que vous avez envie, je veux les tenir en compte, ça c'est sûr. Donc, c'est sûr que snorkeling, ça va être très pressant parce que regardez qu'est-ce qu'on peut voir dans l'intérieur de la mer, c'est quand même assez incroyable. Puis, et aussi pour ceux qui aiment bien les oiseaux, cette coin du monde est très connu pour les oiseaux du paradis. Là, on voit justement un des oiseaux qui est endémique de la région. Puis ça, c'est une autre que souvent on voit dans les documentaires des BBC c'est le paradis, les oiseaux de paradis qui fait sa grande parade pour attirer les femelles. On est dans sa région, donc ça pourrait être une possibilité d'aller les voir. Puis j'avais considéré peut-être à passer même une journée entière pour aller à la recherche de ces oiseaux-là. Donc, je vais juste aller rapidement pour voir les questions. Mais combien de voyageurs? Donc, ça aussi à définir, mais sûrement pour la première édition d'octobre, il va y avoir un nombre de 8 à 10 maximum voyageurs. Après, pour notre voyage de kayak, normalement, on peut aller jusqu'à 12, mais pour la première édition, je veux me restreindre à 8 à 10 voyageurs. Puis là, je vais vous saluer, vous ne quittez pas là parce que je vais vous présenter un autre voyage assez incroyable. C'est un autre petite perle que j'ai trouvé. Puis là, on va encore une fois dans les nords, dans les polaires. Donc, ce voyage s'adresse, c'est le seul voyage que malheureusement je vais demander comme option. En fait, si vous savez faire le Groenland, vous pouvez appliquer pour ces voyages. Mais si vous ne savez pas encore faire le Groenland, malheureusement, vous devrez faire le Groenland pour pouvoir s'inscrire à ces voyages. Donc, c'est les seuls voyages qui acceptent un peu de conditions. Pourquoi? Il y a différentes raisons. Là, on est vraiment encore plus au nord. On voyait tantôt, on était en Islande, Groenland, on était plutôt à 66 parallèles. Là, on est à 78 parallèles, donc un peu plus au nord, beaucoup plus isolé. Les pressions d'eau, c'est plus constant aussi. C'est un voyage qu'on est vraiment plus au nord, complète immersion, totale immersion dans ce sort d'environnement. Ça, c'est un peu le parcours qu'on envisage à faire. Donc, c'est un voyage kayak et randonnée. Donc, on alterne, à différence de Groenland, qu'on fait en premier kayak, puis après, dans notre version kayak et trek, on
en échange pagaie pour les bâtons de marche. Ici, on pagaie, on fait du kayak, on fait du trek. On pagaie, on fait du trek. Donc, c'est plutôt comme une alternance d'activités entre randonnée et kayak. Donc aussi, on parle de 10 jours. Et ici, là, je les cite, là, c'est 7 jours de kayak avec 4 jours de trek ou de randonnée. La randonnée, en fait, je ne parle pas de trek parce que c'est vraiment, on se déplace en kayak et là, on dépose les kayaks, puis on va les lendemain essayer, on met les bottes de marche, puis on va faire des ascensions dans différentes petites montagnes ou collines. On redescend, puis le lendemain encore, on va se déplacer en kayak pour aller chercher un autre endroit assez incroyable pour monter les Cap-Mou puis aller explorer à pied. Donc, au total, c'est vraiment 11 jours, 7 jours qu'on va pratiquer les kayaks 4 jours qu'on pratique la randonnée, entre 5 à 6 heures d'activité par jour. Là, on est vraiment, je vous avais montré, là, les territoires, c'est les Svalbard et on est dans les Spitzberg. Donc, c'est vraiment la partie vert foncé qui est dans la carte. On a une auberge qui nous accueille, qui est quand même des traits avec beaucoup de confort, un peu que ceux qui ont fait le Groenland, ça va représenter un peu ce qu'on voit en Islande, là, notre auberge en Islande. Puis c'est là qu'on arrive à Svalbard, à Spitsberg. L'accueil, ça fait là, donc une nuitée ou deux à l'arrivée, puis deux au départ, selon les horaires des vols qu'on va trouver. Donc, c'est un voyage justement que la faune est beaucoup plus présente. Les guides aussi vont être armés, bien évidemment. C'est des paysages aussi assez incroyables. Là, on va aller en juin et en juillet. Donc, c'est là, l'ambiance, ça peut ressembler un peu à ce qu'on trouve au Groenland, mais je dirais que l'isolement puis la présence de la faune peut être un peu plus important dans ce voyage. L'effort physique, ça va être aussi un peu plus important parce que là, ça demande vraiment de faire les 12 activités, donc être assez capable de pouvoir marcher et faire la randonnée avec 5 à 6 heures par jour. Euh, beaucoup de glace, beaucoup de fun. Les ascensions, j'en vois bien là quand on va monter dans les collines pour aller voir. Ça nous permet de voir des magnifiques paysages. Donc, c'est le voyage qui est fini. J'ai toutes les informations. Ça va être en ligne au plus tard la 12e semaine de février, mais j'espère pouvoir le faire même avant février parce que j'ai tout, les prix, j'ai tout. Donc, ce voyage va être en ligne bientôt. C'est un voyage quand même assez incroyable. Là. C'est quand même de calibre à rage à Mampate, mais version polaire. Puis, je veux surtout, Simon, je sais que peut-être tu dois partir, mais je vous remercie de votre écoute.